Le face-à-face, Hervé Novelli, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Secrétaire général de l'UMP. Secrétaire général adjoint. Et général adjoint, pardon, de l'UMP. Non, mais voilà, de l'UMP. Et c'est vous qui menez la bataille contre les 35 heures, pour la suppression des 35 heures, alors que, Cécile Duflot, les écologistes veulent réduire la durée du travail hebdomadaire à 32 heures. Allez-y. Puis nous avons décidé de poser le débat. Le débat, en 2010, par rapport à des lois en l'an 2000 qui ont instauré les 35 heures dans notre pays, qu'en reste-t-il? C'est à partir de la réponse à ces questions que nous allons proposer, dans un mois environ, d'en sortir. De sortir de cette vision qui est tout à fait réductrice et qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste quoi des 35 heures? Un coût pour les finances publiques, 12 milliards d'euros sur les 22 milliards d'allègements de charges. Tout se passe comme si 10 ans après, on continuait de payer pour des 35 heures et on sait que les entreprises, en 10 ans, ont eu le temps, avec des sacrifices qui ont pesé sur les salariés, en s'adaptant, de surmonter ce handicap. Mais on continue de payer. On paye aussi pour transgresser cette frontière des 35 heures, puisqu'il y a 4,5 milliards d'euros d'allègement de charges sur les heures supplémentaires. Donc on paye 2 fois. Premier point. Deuxième point, le dialogue social est au point mort. Dans ce domaine, au moins. Il est au point mort puisque la loi de 2008 sur le dialogue social, censée favoriser la transgression des 35 heures, n'a pas bien fonctionné. Et c'est autour de ces 2 points que je souhaite vous dire qu'il faudra en sortir. On ne peut pas continuer comme cela. J'ajoute en plus, et vous le savez, que la France, vous l'avez dit du reste, n'est pas une île. On ne peut pas faire en sorte que nous fonctionnions tout seuls. Et donc nous avons perdu en compétitivité. Et nous avons aujourd'hui un coût du travail qui est supérieur, et j'y insiste, au coût du travail allemand, alors que ça n'était pas le cas en 2000. Bien sûr, l'Allemagne, pendant ce temps-là, n'a pas fait les bêtises que nous avons fait sur les 35 heures. Bref, ce débat doit être ouvert et j'espère que vous y participerez. Alors, moi j'écoute Monsieur Novelli et il parle de chiffres. Parlez-vous. Moi je vais vous parler. Vous parlez de chiffres, vous parlez de compétitivité, vous parlez de comparaison. Mais je ne sais pas à quel moment vous parlez des gens. Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir été salarié? Qu'est-ce que vous faisiez quand les 35 heures ont été... Parce qu'il se trouve que moi, j'étais salarié dans le secteur privé et que j'ai vécu les 35 heures et la demi-journée de RTT hebdomadaire. Je vais vous répondre, j'étais chef d'entreprise. D'accord. D'une petite entreprise qui a subi les 35 heures. Et donc, vous n'avez pas vécu ce que ça a voulu dire pour si vous pensez que les chefs d'entreprise... Pour des millions de femmes, par exemple, qui ont toujours du mal, parce que c'est sur elles que pose principalement le fait de s'occuper des enfants, à quel point ça a été, pour certaines, la possibilité de s'accorder un moment pour elles, pour d'autres, une simplification de leur vie, par exemple le mercredi. Donc ça a été un progrès. Et pour l'ensemble des salariés, un gel des salaires, notamment les petits salaires, vous le savez bien aussi. Ça a été un progrès, premièrement, un progrès de vie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Deuxièmement, entre 1999 et 2001, c'est la seule période récente où on a créé de l'emploi. On sait les 35 heures, et ça, vous ne le dites pas. Évidemment, quand on a plus d'1 million de chômeurs supplémentaires en un an, c'est un peu difficile. Malgré, et surtout sans doute grâce à, ou à cause de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a donc été entre 350 000 et 400 000 emplois créés. Oui, enfin, ça, les chiffres, vous le savez bien, on leur non, fait ces chiffres-là, c'est pour ça que je vous donne une fourchette, parce que tout le monde s'accorde sur cette fourchette. On sait que ça a été de fait positif. Et les endroits où ça ne l'a pas été, c'est sans doute, et vous avez eu raison de rappeler quelle était notre proposition, notamment sur la question de la semaine des 4 jours, c'est parce qu'on a voulu faire rentrer au chausse-pied dans les 35 heures pour certains, une réorganisation du temps de travail, une augmentation de la productivité. Que la loi uniforme pour tous, c'est pas bien. Attendez, j'ai pas terminé. Je pense que la deuxième loi sur les 35 heures a été, et qu'on n'a pas fait les choses exactement comme il fallait. Mais qu'il aurait fallu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer aux 39 heures et pourquoi pas aux 40 heures, monsieur. Ça n'est pas ce que nous proposons. Allez-y. Allez-y, lâchez-vous, retournons en 1910. Je ne veux pas me lâcher comme vous dites, je veux simplement qu'on redonne un peu de liberté aux gens. Mais la liberté, elle existe. Vous avez fait une loi en 2002, en 2003, en 2007, en 2008. La loi de 2008 n'est pas appliquée. Votre parti s'est vanté d'avoir vidé les 35 heures de toute substance. Heureusement que nous avons transgressé pour partie, mais il reste une problématique qui est celle d'une loi uniforme. Vous ne me laissez pas finir mes phrases, c'est un peu pénible. J'ai bien compris qu'il y avait des petits règlements de compte internes à l'UMP où il fallait, pour embêter le président de la République, etc. Sur les gens, peut-être, parce que vous avez placé le débat sur les gens. Sur les gens, parlons-en. Vous avez parlé des femmes, et c'est vrai qu'il y a eu, grâce à ces 35 heures, une capacité pour les jeunes, pour les femmes et pour les cadres, d'avoir une vie un peu différente, avec
évidemment des conséquences en termes d'organisation. Et vous voulez le remettre en cause ? Mais vous n'avez pas parlé, je le regrette, de ce qui s'est passé pour les bas salaires. Et pour les bas salaires, vous le savez très bien, il y a eu un gel pour tous les salariés en bas de l'échelle liés aux 35 heures. Et ça a entraîné, on le dit, on l'a même dit dans votre camp, ça a entraîné la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle. Pas dans le camp des écologistes, hein. Je peux vous dire, c'est pas comme ça qu'on analyse la défaite de Lionel Jospin. En tout cas, un certain nombre l'ont analysé ainsi. Moi, ce que je veux, c'est de ne pas forcer de manière aussi uniforme que vous l'avez fait en 2000, les gens à travailler plus. Ce que je veux, c'est qu'ils travaillent mieux, plus librement. Ceux qui, dans une organisation d'une entreprise, proposent de travailler moins, avec l'accord du chef d'entreprise parce que c'est spécifique à telle entreprise ou à telle branche. Bravo, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse travailler mieux et qu'il n'y ait pas au cœur de l'économie... Arrêtez avec le travailler mieux, parce que ça, c'est de l'escroquerie, monsieur Novelli. C'est pas de l'escroquerie. On ne peut pas, vous savez que tous les chefs d'entreprise qui ont été interrogés sur la défiscalisation des heures supplémentaires l'ont tous dit. Et ils le disent d'ailleurs. Ne faites pas parler les chefs d'entreprise dans votre bouche, je les connais aussi bien que vous. Et alors, ils ont le droit de parler dans ma bouche, même si ça vous déplaît. Mais ils disent pas forcément la même chose dans la mienne. Essayez de parler dans la bouche des femmes qui s'occupent de leurs enfants. Moi, je vous autorise à le faire. J'ai beaucoup de respect pour elles. Je termine sur ce point-là. Ils disent qu'évidemment, à partir du moment où il coûte moins cher de faire travailler quelqu'un encore plus jusqu'à 39, 40, 42 heures, autant faire des heures supplémentaires et ça s'est fait au détriment des embauches. Ils le disent tous, c'est logique, c'est économiquement rationnel. Simplement, je pense que ça va à contresens de l'histoire. Et moi, je vous pose la question, quand on a 5 millions de faits, allez, 5 millions et demi de chômeurs, réellement. Il y a aussi 5 millions et demi de salariés aux heures supplémentaires. Oui, et bien qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui sont au chômage? C'est la principale crainte des habitants de notre pays. Et je ne crois pas que c'est en obligeant certains à travailler plus, encore plus difficilement, avec encore plus de pression, avec moins de temps pour leur famille, moins de temps pour leur vie. Et ce n'est pas antithétique avec l'augmentation des salaires. Je vais vous dire ce que l'on fait pour les chômeurs. Parce que juste, je termine. Une croissance. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Le travailler plus pour gagner plus, il est où? Vous trouvez une personne dans la rue qui va se dire que ça a été vrai, cette affaire? C'est faux. Il y a eu 5 millions et demi de salariés qui en ont bénéficié. C'est faux, ça a simplement été faux. Parce que ce sont des chiffres. Moi, ce que je voudrais, je voudrais vous répondre très simplement parce que tous les autres pays le font. La croissance économique, ça crée de l'emploi. Et c'est là que nous avons une divergence. Ça, c'est de la flûte. Mais non, c'est pas de la flûte. Regardez l'Allemagne avec 3,6% de croissance. Vous avez un problème avec l'Allemagne. Ils travaillent moins en heures hebdomadaires que les Français. C'est faux. Je voudrais pouvoir vous dire que nous nous en tirerions mieux si nous avions le taux de croissance allemand. C'est une constatation. Et donc, on est bien forcé de dire que c'est la croissance qui crée de l'emploi. Et c'est là où nous ne pouvons pas tomber d'accord. Parce que vous êtes le chantre talentueux de faites-moi la décroissance. Bravo, votre fiche est à jour. Mais non, c'est pas une question de fiche, c'est simplement une question de réalité. Qu'est-ce que c'est la décroissance? Les pays qui s'en tirent sont ceux qui ont de la croissance. De quoi? Voilà de la croissance réalité. de quoi? Et nous, avec Monsieur 1,6. Novelli, répondez à ma question. De la croissance de quoi? La croissance économique. C'est quoi la croissance économique? C'est la croissance du PIB. Je sais bien qu'on peut le critiquer ici ou là, mais en tout cas, il est prouvé un certain nombre de prix Nobel de l'économie. 3% de croissance plutôt que 1,5%. On a plus de chances d'avoir moins de chômeurs dans le pays qui a de la croissance que dans le pays qui ne l'a pas. Et là, vous avez un problème. Et vous avez un problème, c'est que si la France, je le répète, était indépendante de tous les autres pays. Lorsque nous ne sommes pas suffisamment compétitifs, que ce soit en matière de fluidité du travail, que ce soit en matière d'investissement ou en matière d'innovation, le chaînon manquant est très important, eh bien, nous avons une faible croissance et donc nous créons peu d'emplois. C'est le cas dans notre pays malgré tous les efforts. Et aujourd'hui, au sortir de la crise, qu'est-ce qu'il faut? Au sortir de la crise, qu'est-ce qu'il faut? Je peux dire quelque chose? Il faut que les entreprises puissent avoir les capacités à vendre sur les marchés, donc qu'elles soient suffisamment compétitive, je le regrette, c'est-à-dire en situation de damer le pion à d'autres concurrents parce que nous sommes dans un schéma global, mondial, et cela, on ne peut pas le nier. Donc voilà, avec nos forces, il faut se battre et certainement pas avec moins de travail, moins de capital ou moins d'innovation. Cécile Duflot. 3 choses. La première, c'est que c'est dommage, mais quand on est en responsabilité, on est comptable de ce qui se passe, monsieur Novelli. Oui. Et il se trouve que le paquet fiscal dont vous vous souvenez a été fait, dont le bouclier fiscal, pour attraper le arracher le 3e point de croissance avec les dents, je cite. On a vu où on en était. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu la crise. Oui, heureusement, parce que sinon ça sera encore plus... C'est très important, la crise. Pourquoi il y a eu la crise? À votre avis, à cause de la France? Pas
à cause de la France, mais il y a eu la crise à cause du système que vous défendez. Non, pas le système que je défends, le système, c'est à cause d'un dérèglement du système financier. Ultra concurrentiel, ultra financiarisé, où il faut mesurer la compétitivité et l'efficacité sur ce sacro-saint produit intérieur brut, qu'y compris Joseph Stiglitz est capable de remettre en cause, que vous n'imaginez pas penser les choses au-delà des 6 mois et au-delà de la réflexion qu'ont les analystes financiers ou les agences de notation, et que si on s'attaque aux racines de ce problème et justement à la logique d'une production qui est devenue folle, qui gaspille les richesses naturelles, mais qui gaspille aussi les richesses humaines parce qu'on est dans un pays qui a le plus haut niveau de souffrance au travail, eh bien, on ne s'en sortira pas. Et ce qu'on propose, nous, c'est justement de sortir de cette vieille logique parce que finalement, vous aggravez la situation en reproduisant les recettes qui nous ont ramenés dans sortir de cette logique. Et depuis, non, depuis on est de moins en moins débat, seuls. Je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Je veux bien, mais... Non, mais je vous laisse terminer. Allez-y. Non, bien sûr qu'on n'est pas seul. Et bien sûr qu'il faut que ce que nous portons soit porté plus largement. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je pense que vous jouez contre nous. C'est-à-dire que, pas contre les écologistes, mais contre les habitants de ce pays, en essayant d'aller encore plus vite que la machine folle qui nous a emmenés dans cette situation. D'autres pays alors, il nous reste 5 minutes. Que nous. Il nous reste 5 minutes. Ils ne prennent pas le chemin que vous préconisez. D'ailleurs, bien en Allemagne, il y a eu un choix parfois contraint, d'ailleurs, et c'est regrettable, de fait, de diminution du temps de travail dans certaines branches. Responsabilité de l'Allemagne depuis 10 ans, là où nous avons gaspillé nos chances avec les 35 heures. De la part d'un certain nombre d'intervenants de l'UMP, vous utilisez l'Allemagne en prenant des exemples qui sont des exemples faux. C'est comme ce soi-disant bouclier fiscal inscrit dans la Constitution que le président de la République a utilisé. Les chiffres. Oui, mais là où vous vous trompez, c'est que nous. Oui, mais les choix en matière de politique industrielle de l'Allemagne n'ont pas été. Comme il va rester 4 minutes, et en matière d'emploi, ils vont mieux que nous. Mais comme il va rester 4 minutes, ça serait bien quand même que vous disiez pourquoi vous considérez que, par exemple, passer aux 32 heures, ça ne serait pas bien, et pourquoi vous considérez qu'abolir les 35 heures, ça ne serait pas bien. Alors, les 32 heures. Bon, allez. Je dis déjà que passer aux 35 heures par la loi de manière uniforme, ça a entraîné une chute de compétitivité de notre pays. Premier point. Donc n'attendez pas de moi que je dise. Attendez. Et puis, n'attendez pas de moi que je dise. Et vous voyez, je me laisse couper. N'attendez pas de moi que je dise que les 35 heures. Je serai pour. Je suis déjà contre la loi uniforme des 35 heures. Donc les 32 heures, a fortiori. Ça vous paraît une folie? Ça me paraît une folie de le faire de manière uniforme. Combien d'heures par la loi, monsieur Novelli? Au niveau de l'entreprise ou de la branche professionnelle, on choisisse son temps de travail. Et que dans telle entreprise, il y ait 32 heures, là où on choisisse 37 ou 38 dans une autre branche, ça ne me choque pas, je suis pour la liberté. Et la loi du choix. La loi, mais elle dit combien? Je ne suis pas pour une loi uniforme, une loi couperet. Et vous avez tort de penser que la loi couperet pourrait s'appliquer aux 32 heures. Vous avez dit vous-même que c'était une erreur d'avoir fait la loi uniforme des 35 heures, la deuxième loi. Oui, parce que je vais vous dire donc reconnaissez. Mais donc la loi, elle définirait combien d'heures de travail hebdomadaire? Juste pour que je comprenne, monsieur Novelli, vous êtes pour que la loi définisse le temps de travail hebdomadaire à combien d'heures? À terme, je ne suis pas pour que la loi détermine donc ça la peut durée être 45, du travail. 47. Je pense que ce qui est et ce qui se passe dans beaucoup ça, de la pays, position vous de le l'UMP, savez bien. monsieur Novelli. Vous le savez bien, ce qui est la norme dans beaucoup de pays, c'est l'accord conventionnel, c'est-à-dire l'accord dans l'entreprise ou l'accord dans la branche. Des accords de branche. Et il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des accords d'entreprise. Tous les pays sauf la France, les Pays-Bas et la Belgique n'ont pas une durée dans la loi. Ils ont des négociations qui aboutissent à des accords. Donc vous me répondez, vous ne voulez pas d'horaire légal de travail. Je souhaite qu'il y ait une relance de la négociation et que peu à peu, les entreprises et les branches puissent fixer librement la durée du travail, bien sûr, dans les limites de la directive européenne. Alors, pourquoi il ne faut pas abandonner les 35 heures? D'abord, je pense qu'il y a une profonde erreur. Ce que j'ai entendu, et qui est quand même, alors là, pour le coup, très novateur, c'est donc que M. Novelli, je ne sais pas s'il s'exprime au nom de l'UMP, veut qu'il n'y ait aucune durée légale de travail en France. J'ai dit que je souhaitais une négociation générale, puis par branche ou par entreprise, pour que la durée du travail soit fixée au plus près des besoins. Et donc, ce que ça signifie, ça, très concrètement, c'est qu'y compris dans les petites entreprises, vous imaginez ce que ça veut dire, le rapport de force au sein d'une PME quand il y a quelques salariés, on sait bien, c'est un des problèmes. C'est que la représentation syndicale en France, aujourd'hui, et je le regrette d'ailleurs, il y a 7% de syndiqués en France, c'est très faible, c'est pas du tout
de même nature que ce qui existe dans d'autres pays. Donc l'équilibre et la possibilité de négociation n'est pas du tout la même. Vous me dites tout à l'heure que c'est pas parce que c'était pas dans d'autres pays qu'il ne faut pas le faire, et là vous prenez cet argument. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous ne répondez pas à la question du chômage, parce que ce mantra permanent qui est que la croissance du PIB, ça fait reculer le chômage, on l'a constaté, oui, mais marginalement, et en tout cas depuis les années 70, on n'est plus du tout dans une... chômage en Allemagne. On n'est plus du tout dans un lien automatique. On n'est plus du tout dans un lien automatique. Et donc, ce qui serait intéressant, y compris pour des gens comme vous, c'est d'être capable vous répondre, de réfléchir à d'autres solutions. La question du partage du travail, c'est un chantier intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est le progrès social historique. C'est un mouvement historique, la réduction du temps de travail. Mais c'est pas une erreur historique. Enfin, excusez-moi, mais allez dire ça aux mineurs qui travaillaient 50 heures par semaine que c'est une erreur historique, qu'ils ne travaillent plus dans ces conditions-là. Mais le partage du travail n'a jamais réglé aucun problème. C'est faux. Nous sommes les seuls à l'avoir C'est faux, la réduction du... Ça s'appelle le progrès social, monsieur Novelli. Alors vous pouvez réfléchir en tant que... Effectivement, vous l'avez dit, vous pouvez réfléchir en tant que patron, mais je ne pensais pas que votre logique, c'était simplement de considérer qu'un peu plus de compétitivité et que plus de profit, c'était la seule boussole qui devait vous guider. Moi, ce qui me guide et ce qui nous guide, c'est le progrès social. On n'avait rien trouvé de mieux que de la croissance pour créer de l'emploi. Mais justement, c'est parce qu'on ne cherche pas, parce que je pense que si on diversifiait les sources d'activité, si on allait vers une logique d'une économie plus circulaire qui utilise le recyclage, la réparation, de l'emploi durable, non délocalisable, je pense qu'on avancerait dans une direction beaucoup plus intéressante que les vieilles recettes qui ne fonctionnent pas. Merci beaucoup. Je crois qu'on va rester sur ce constat de désaccord. Croissance nécessaire d'un côté, essayer de trouver d'autres recettes. Et pas de durée légale du temps de travail. D'autres recettes et pas d'allongement du temps de travail de l'autre côté. Merci beaucoup Hervé Novelli d'être venu nous voir.